Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur le business de la NBA et une vidéo qu'on va consacrer au bonus sur les contrats des joueurs parce que effectivement dans l'actualité avec l'extension signée par Jrue Holiday du côté des Milwaukee Bucks, eh bien c'est un sujet qui revient sur le devant de la scène parce que eh bien dans son contrat de 4 ans qui peut aller jusqu'à 160 millions de dollars au total, eh bien, on a appris qu'il y avait jusqu'à 25 millions de bonus dans ce contrat. Donc, je vous propose, suite à la suggestion d'un basketologue abonné sur YouTube qui s'appelle TomTom, je le remercie pour cette idée, suite à sa suggestion, eh bien, je vous propose cette vidéo parce que comme souvent en NBA, sur le papier, c'est relativement simple, mais dans les faits, vous verrez qu'il y a des petites subtilités. Donc je vous propose de voir comment tout ça s'articule, comment c'est réglementé, qu'est-ce que les équipes peuvent faire, ne peuvent pas faire, et qu'est-ce que dans l'historique de la NBA, eh bien, ça a pu donner. D'abord, le NBA bonus, c'est quoi? Eh bien, le NBA bonus, en fait, c'est une forme de prime. C'est un variable, c'est ce que en anglais on appelle un incentive. C'est en plus de votre salaire de base, vous allez avoir un complément de revenus qui va vous être accordé en fonction de différents critères qui vont être définis entre un joueur et son équipe. Donc c'est un complément de revenus, c'est un revenu supplémentaire. Si vous voulez, déjà ce qui est très important de comprendre, c'est qu'il y a deux types de bonus possibles. Il y a les performances bonus, et il y a les Physical or Academics Achievements, ou les bonus liés à la condition physique ou à des critères académiques, des critères scolaires. On y reviendra dans un deuxième temps, mais consacrons-nous d'abord aux performances bonus. C'est quoi un performance bonus? C'est un critère précis qui doit être quantifiable numériquement ou factuellement. Ça ne peut pas être un critère flou ou un critère vague. Par exemple, je suis un joueur NBA, j'étais à 75% au lancer franc cette saison, je signe un nouveau contrat où je re-signe dans mon équipe et on me dit ok, on te fait un bonus de 500 000 dollars si tu es meilleur au lancer franc la saison prochaine que cette saison. Non, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit précis, quantifiable. Exemple, toujours le même, j'étais à 75% cette saison, je signe une extension. Dans l'extension, le bonus dira si tu es à 80% au lancer franc, tu auras un bonus de 500 000 dollars. Voilà un exemple. Il faut que ça soit précis, il faut que ça soit quantifiable et ça peut être un critère individuel ou ça peut être un critère d'équipe. Il faut que le niveau défensif global de l'équipe soit à 105 points pour 100 possessions, au moins. Ou il faut que notre attaque soit au moins à 110 points pour 100 possessions. Mais il faut que ça soit très précis et que ça soit surtout quantifiable, palpable. Et attention, un performance bonus ne peut pas être lié à un contexte de victoire précis ou à une position donnée au classement à un moment dans l'année. Exemple, on ne peut pas faire un bonus, une équipe ne peut pas faire un bonus à un joueur du style je suis un joueur des Clippers, ok, il faut qu'on batte 2 fois les Lakers la saison prochaine, ou il faut qu'on soit invaincu face aux Suns. Ça, c'est pas possible. Ou bien, il faut qu'on soit l'équipe numéro 1 de la NBA au All-Star Break. C'est pas possible. Ce genre de bonus-là ne sont pas éligibles, ne seraient pas ratifiables. Et dans les performance bonus, eh bien, il y a deux sous-catégories. Il y a les likely performance bonus et il y a les unlikely performance bonus. Alors le likely, c'est quoi? C'est un bonus de performance qui aura été défini avec un critère précis, palpable, quantifiable, qui sera identique à la performance du joueur sur la saison passée de son contrat. On reprend le même exemple, je suis un joueur NBA, je suis à 75% cette saison. Si dans le contrat que je vais négocier pour la saison prochaine, pour les années à venir, j'ai un performance bonus qui me dit tu dois être à 75% au lancer franc, je suis déjà à 75%, ce bonus va être considéré comme likely. Voilà comment on qualifie les bonus likely. C'est une performance statistique que j'ai déjà atteinte ou c'est une performance statistique collective qui a déjà été atteinte quand j'étais dans cette équipe. Alors,
Vous allez me dire, oui, d'accord, mais comment on fait si le joueur a été blessé toute la saison passée, qu'il n'a pas joué et qu'il signe un contrat? Ou comment on fait si tu signes un contrat dans une nouvelle équipe avec laquelle tu n'as donc pas encore joué et que tu as un bonus de performance collective. Exemple, on doit être à 105 points pour 100 possessions défensivement au minimum avec cette équipe. Comment on sait si c'est likely vu qu'on n'a pas de référentiel? Eh bien, dans ces cas-là, eh bien, la NBA et le syndicat des joueurs, en fait, l'équipe et le syndicat des joueurs se réunissent autour de la table et se mettent d'accord en bonne intelligence pour savoir si ce critère-là, même si on n'a pas de référentiel, il est likely ou s'il est unlikely. Voilà comment c'est défini. Et donc, finalement, tous les bonus considérés comme unlikely, eh bien, sont tous ceux avec une performance avec un critère précis à atteindre que je n'ai pas encore atteint. Toujours le même exemple, je suis à 75% au lancer. Dans mon futur contrat, j'ai un bonus de 500 000 $ si je suis à 80% au lancer franc. Ce bonus va être considéré comme unlikely. Et déjà, il y a donc ici une première alerte qu'il faut vraiment avoir en tête. Likely et unlikely, ça ne veut pas dire faisable ou pas faisable. Tout ce que j'ai déjà fait, c'est likely. Tout ce que j'ai pas encore fait et qu'on me demande de faire, c'est unlikely. Mais si je suis à 75% et qu'on me demande d'être à 80% en lancer, on va dire que c'est faisable. C'est pas un critère qui est inatteignable. Et pourtant, on va l'appeler unlikely. Vous voyez, il y a une petite subtilité sémantique qu'il faut bien avoir en tête. Et puis, si on se replonge dans le contrat de Jrue Holiday, eh bien, donc on apprend que dans son contrat de 160 millions, il y a 25 millions en bonus, donc il y a 135 millions de salaire de base, le reste c'est un variable. On n'a pas encore le détail de tous les éléments de variable, mais d'après les premières informations qu'on a en retour, eh bien, il n'y a que 4,1 millions de dollars de bonus qui sont accessibles et les 21 millions restants sont des bonus qui vont être assez difficiles à atteindre. Et là, c'est la deuxième subtilité, puisque là, on n'est pas dans le likely ni dans le unlikely, on est dans le faisable, pas faisable. Exemple de ce qui n'est pas faisable et qui est arrivé dans l'histoire de la NBA, Nick Collison, joueur des Sonics devenu le OKC Thunder, il avait un bonus à 100 000 $ s'il était MVP. Ou bien Raphaël Alstom avait un bonus de 325 000 $ s'il était All-Star. Luc Rignour avait un bonus de 1,5 million de dollars s'il était défenseur de l'année. Adonal Foyd avait un bonus de 500 000 $ s'il était MVP. Et il avait encore 500 000 $ s'il était MVP des finales. Ça, ce sont des unlikely bonus qui sont inatteignables. Ça n'est pas faire insulte à Adonal Foyd que de dire qu'à l'époque où il a signé son contrat, il n'allait pas être MVP, même avec toute la bonne volonté du monde. Donc vous voyez, il y a une petite subtilité sémantique, likely, unlikely, c'est pas pareil que faisable, pas faisable. Et pourquoi il y a une subtilité? Parce que les deux variables ne sont pas comptabilisées de la même façon dans le salary cap. On va y revenir un petit peu plus tard. Mais sachez en tout cas qu'il n'y a pas de limite au nombre de clauses possibles et présentes dans un contrat. C'est 5 clauses maximum ou il en faut au minimum 2, etc. Les équipes font ce qu'elles veulent. Elles peuvent fixer autant de clauses qu'elles le souhaitent. C'est le cas par exemple du contrat de Buddy Hield avec les Sacramento Kings où eh bien, il y a effectivement énormément de critères qui ont fait l'objet de différents bonus avec par exemple 500 000 $ si tu es All-Star, 500 000 $ si on fait les playoffs, 250 000 $ si on est en demi-finale, 500 000 si on est en finale de conf, 1 million si on est en finale NBA. Si tu es à plus de 85% lancé franc et que tu as fait 70 matchs, c'est 500 000 $. Si tu fais moins de 2 ballons perdus par match, c'est 500 000 $, etc. Vous voyez qu'il y a plein de causes. Il y a même une clause d'équipe. Si on a un rendement défensif qui est inférieur à 110,5 points pour 100 possessions, il peut y avoir autant de clauses que vous voulez. Il y a un montant en face. Et après, ça va dépendre des performances du joueur ou de l'équipe pour activer ou non ces montants. Ce n'est pas limité quantitativement, mais c'est limité en part du salaire qui peut être affecté. On va y revenir ça juste après, mais reprenons par exemple le cas de Jrue Holiday qui dans son contrat précédent
qui avait été signé à l'été 2017, c'est pareil, il y avait des incentives, il y avait des bonus dans son contrat, avec notamment un bonus où il fallait jouer au moins 66 matchs, jouer au moins 2075 minutes. Il y avait un autre bonus si tu joues 67 matchs en faisant 7 passes, 3 rebonds, etc. Alors souvent les performances statistiques sont conditionnées à un nombre de matchs joués, évidemment, parce qu'imaginez, vous avez dans votre contrat un bonus à 1 million de dollars, il faut que tu marques 20 points d'rebond, et puis vous jouez 10 matchs la saison, vous êtes à 20 points d'rebond, et là vous vous blessez. Ok, vous manquez tout le reste de la saison, mais vous déclenchez quand même le bonus. C'est pas dans l'intérêt de l'équipe, donc c'est souvent conditionné, les perfs statistiques, à un nombre de matchs joués minimum. Les mecs ne sont pas fous. Vous voyez, il y avait aussi un bonus cité All-NBA et d'autres bonus cités All-Star si on fait les playoffs, mais dont les chiffres n'avaient pas été connus. Il y a quand même une forme d'opacité. Autant les salaires des joueurs NBA sont parfaitement clairs et connus, autant souvent le détail exact de il faut que tu fasses quoi pour être payé tant est un petit peu plus opaque. Il y a un petit peu moins de transparence là-dessus. Quoi qu'il en soit, au niveau de l'encadrement salarial de ces bonus, pour que le contrat soit validé au moment où il est signé, au moment où il est mis sur la table, une équipe doit avoir du cap dispo pour que tous les bonus de performance soient payables dans l'année 1 du contrat du joueur. C'est-à-dire que dans l'année 1 de signature du contrat, vous prenez tous les likely et unlikely, vous faites la somme de tous les totaux, et il faut que l'équipe qui propose ça ait le cap disponible si on va signer un free agent, ou soit dans les clous de l'encadrement salarial défini par le salary cap, avec la subtilité suivante: un contrat ne peut pas comporter plus de 15% de la base compensation. La base compensation, c'est quoi? C'est le salaire de base sans le variable. Ne peut pas avoir plus de 15% du salaire de base en unlikely bonus. On peut dépasser avec les likely, mais on ne peut pas dépasser avec les unlikely. Autrement dit, on ne peut pas avoir un joueur à qui on va proposer 1 million de dollars la saison et lui faire toute une liste de unlikely bonus qui arriverait à 9 millions de total, et on pourrait lui dire ok, on peut te payer jusqu'à 10 millions si tu fais tout ça. Non, c'est pas possible. Les unlikely bonus ne peuvent représenter que 15% du salaire de base. C'est pour éviter effectivement des situations complètement ubuesques où le fixe, si vous voulez, serait très très bas et il y aurait un variable énorme, et un variable énorme en unlikely, donc avec peut-être du faisable, mais avec surtout du pas faisable, et les joueurs seraient lésés, ils auraient une rémunération variable trop importante par rapport à leur fixe. Et évidemment, il n'est pas possible, toujours en année 1, d'avoir un salaire de base plus les primes, plus les bonus, qui va dépasser les seuils du salary cap. Donc c'est 25% du salary cap en salaire max si vous avez entre 0 et 6 ans d'ancienneté, c'est 30% entre 7 et 9, et au-delà de 10 ans, c'est 35% du cap. On a fait une vidéo sur les contrats, mais en gros, vous ne pouvez pas proposer un contrat max à un joueur. Donc là, on est sur un cap à 109 millions, donc le contrat max en année 1, il est à 37-38. Vous ne pouvez pas lui proposer 37-38 la saison et en plus lui remettre 10 millions en bonus, en variable, en incentive, parce qu'on serait au-dessus du seuil du 35%, toujours en année 1, c'est toujours l'année 1 en référence. Les années suivantes, en fonction des fluctuations du cap, on peut être au-dessus du 35, ça c'est pas un souci, mais le référentiel, c'est toujours l'année 1, donc le salaire de base plus les bonus ne peuvent pas excéder les grilles de salaire maximales définies par la NBA. Donc il n'y a pas possibilité de tricher, il n'y a pas possibilité de la faire en douce en mode hey, on te file le max en salaire de base et puis on te file en plus un super max avec de l'incentive, avec du variable. Non. La base plus le variable, c'est dans les grilles maximum et dans le maximum de ce que l'équipe peut mettre sur la table en fonction de sa masse salariale disponible au moment de signer des free agents qui seraient extérieurs. Voilà, on fixe tous les bonus. On ne peut pas dépasser les grilles de salaire max définies par les équipes. Et une fois qu'ils sont désignés, une fois qu'ils sont définis, il n'y a que les likely bonus qui sont comptés au salaire
de base qui sont comptés au salary cap de l'équipe. Donc, on va faire un exemple là-dessus. Dans la masse salariale de l'équipe, dans le salaire qu'on va affecter à un joueur, de base, il y a son salaire plus tous les likely bonus. Et ça va définir le salary cap de l'équipe pour ce joueur. Et quand un joueur déclenche un unlikely bonus, eh bien ce unlikely bonus bascule en likely bonus la saison suivante, puisque c'est un critère qui a été atteint. Donc, c'est un critère que j'ai atteint, donc c'est considéré maintenant comme un likely bonus. Et du coup, il est injecté dans le salary cap de l'année d'après. Regardez avec un exemple, ça va être beaucoup plus simple. Imaginons qu'un joueur a signé un contrat comme ça de 4 ans, avec 30 millions de masse salariale en année 1 et on a 5% d'augmentation d'année en année. Ok ? Ça, c'est le salaire de base. C'est vraiment la base compensation. C'est le base du base. Dans ce salaire de base, il y a 1 million de likely bonus. On en revient à mon exemple, je suis à 75% en lancé, j'ai 500 000 $ si je suis à 75% en lancé, et puis d'autres bonus, mais c'est du likely. C'est des choses que j'ai déjà fait. Ok. Donc, c'est 1 million de likely bonus. On vient de le voir. Le likely bonus, c'est intégré au salary cap. Donc, la base compensation, on rajoute 1 million de likely bonus. Boum, on tombe là-dessus. 31, 32, 34, 35. D'accord. Ajouté à ça, il y a des unlikely bonus pour plein de montants. Admettons que dans cette année 1, j'ai décroché pour 1 million de unlikely bonus. Eh bien, ces 1 million, qui n'étaient pas encore jusque-là comptés dans le salary cap, il faut bien qu'ils apparaissent quelque part, puisque c'est de l'argent qui a été utilisé pour payer un joueur, et vous savez, ça c'est encadré par la NBA. Eh bien, ces 1 million de unlikely bonus que j'ai déclenché là dans la première année, on me demandait d'être à 80% lancé, j'ai été à 83, j'ai déclenché. Eh bien, ces 1 million, ils viennent s'injecter sur le cap de l'année 2, ils ne viennent pas s'injecter sur le cap de l'année 1, parce que les totaux sont faits en fin de saison, mais s'il y avait des histoires de hard cap, s'il y avait des histoires de taxes de luxe, etc., c'est pas possible de rétro-pédaler. Donc c'est injecté l'année d'après, et donc l'année d'après, au lieu d'être à 32,5 dans le salary cap de l'équipe, bam, on passe à 33,5. Et comme ce unlikely bonus est devenu un likely bonus, puisque je l'ai fait, cette performance qu'on me demande d'accomplir à nouveau en année 2, eh bien, c'est quelque chose qui est acquis. Je l'ai fait. Donc, ça passe en likely bonus et du coup, eh bien, tout augmente de 1 million. On passe à 33,5, 35 et 36,5. Voilà comment, au niveau de la masse salariale de l'équipe, tout ça est injecté. Donc, ça veut dire qu'en année 2, eh bien, on va avoir une taxe de luxe un petit peu plus élevée. On va potentiellement avoir aussi moins de salary cap disponible pour éventuellement signer des free agents si on était en dessous du cap. Donc, en tout cas, au niveau de l'écriture comptable, si vous préférez, voilà comment c'est injecté. Et puis, en plus de ces performances bonus, la deuxième catégorie de bonus qui existe, ce sont les Physical or Academics Achievement ou les Physical ou Academics Bonus. Alors c'est quoi ? Eh bien, ça va être, pour ce qui est de la partie physical, ça va être l'obtention d'un critère physique précis et quantifiable. Exemple, tu ne dois pas dépasser tel poids. Ou bien ton ratio poids masse graisseuse doit être inférieur à telle donnée. Et pour ce qui est de l'Academics Achievement, ça va être conditionné à l'obtention d'un bonus. Alors ça n'existe plus dans la NBA, mais fut un temps où quand les joueurs arrivaient en NBA avant d'avoir obtenu leur diplôme universitaire, par exemple, j'avais fait 3 années en université et je me lance en NBA, donc je ne fais pas mon année senior en université, eh bien souvent sous l'impulsion des parents, qui disaient hey, mon fils quand même, ça m'inquiète que tu fasses pas ta dernière année, que t'aies pas ton diplôme. Donc les équipes rajoutaient un bonus, genre allez, si t'es diplômé, t'as 500 000 $ en plus. Comme ça poussait le joueur finalement à finir son cursus universitaire. C'est fini, hein. Maintenant tout le monde s'en branle. Je vous parle d'un temps où jouer en NBA, où les joueurs qui allaient jouer en NBA se retrouvaient finalement arrivés à 60 ans en ayant gagné moins que le copain
en total des gains en carrière, arriver à avoir gagné moins que le copain qui était à UCLA avec eux ou qui était à Princeton avec eux et qui avait fait une carrière dans le privé de cadre, de haut fonctionnaire, de ce que vous voulez, et qui se retrouvait à avoir gagné beaucoup plus d'argent. Ça, c'est fini. Maintenant, la voie royale, c'est la NBA, et même, sauf à être un Mark Cuban ou un Bill Gates, qui je crois n'a même pas été diplômé, vous gagnerez pas plus à côté. C'est la voie royale. Mais bon, sachez que les academics bonus, ça existe. Et par exemple, Rudy Gobert avait lui un physical achievement avec, vous voyez, il avait un body fight weight, donc un indice de masse graisseuse qui devait être inférieur à un certain critère. Et pareil, c'était pas connu, mais admettons qu'il avait peut-être 250 000 $ en bonus si il avait obtenu ce critère physique, pour peu, toujours est-il, pour que ça soit valide, que ça soit facilement quantifiable. Et parmi les bonus célèbres dont on avait pas mal parlé aussi avant le cas de Jrue Holiday, il y avait $1 million si t'es All-Star. Titulaire ou remplaçant. Et souvenez-vous, c'est la fameuse interview de Gobert où on lui annonce que t'es pas All-Star et il se met à pleurer. Ben oui, il se met à pleurer parce qu'il y avait $1 million à la clé. Voilà un exemple de bonus, donc de unlikely bonus, parce qu'il ne l'avait jamais été avant, que Gobert a réussi à activer et qui est venu s'injecter au salary cap. Quoi qu'il en soit, le physical ou academics bonus sont toujours intégrés dans la base du salary cap de l'équipe. C'est comme les likely bonus. On va considérer qu'il va le faire. Et donc, dès le début, c'est pris en compte dans le salary cap. Alors vous allez me dire, mais pourquoi les équipes, finalement, elles mettent en place des primes, elles mettent en place des bonus sur les contrats, les mecs sont déjà payés des fortunes, à quoi ça sert quel est l'intérêt? Eh bien, comme toutes les rémunérations variables entre un employeur et un employé, eh bien, ça permet de motiver davantage les joueurs. Ouais, alors, évidemment, ceux qui sont déjà au contrat max, quand vous êtes un LeBron James, que vous palpez déjà vos 40 millions la saison et que vous êtes déjà au max du max, de toute façon, on ne peut pas vous rajouter de bonus. Donc, peu importe. Mais c'est plus pour les role players, pour les joueurs de complément, ou pour les joueurs dont on attend un développement, dont on attend un vrai franchissement de cap, que rajouter des bonus, rajouter des incentives dans les contrats, ça permet de motiver davantage les joueurs, et ça permet surtout de les orienter sur des critères précis. Quand on met un critère de réussite à 3 points au contrat de Buddy Hield, parce qu'on veut en faire un tireur à 3 points élite, ça va dans le sens de ce que l'équipe veut développer et on veut lui faire franchir un palier. Quand on met un critère physique de masse de graisse à Gobert, c'est qu'on veut le maintenir en super forme. Ou quand on lui met un critère All-Star à son contrat, c'est ok, sors-toi les doigts, il y a $1 million à la clé. Si tu es All-Star, ça veut dire que tu pèses dans le game et que tu vas donc emmener l'équipe vers des nouveaux sommets. Donc on motive et on oriente sur des critères précis, on va développer le joueur d'une certaine façon. Mais attention, gare aux effets pervers. Comme toutes les rémunérations variables, il y a toujours moyen de moyenner. Exemple d'effet pervers, à l'initiative d'une équipe, eh bien, Nate Robinson, le fameux Nate Robinson qui dunkait sur tout le monde et qui a gagné plusieurs reprises le Slam Dunk Contest. Eh bien, Nate Robinson, il jouait aux Knicks et en 2010, il est échangé aux Celtics. Eh bien, il se trouve que dans son contrat avec les Knicks, il y avait un bonus d'1 million si il joue 58 matchs dans la saison et si l'équipe fait les playoffs. Eh bien, il se retrouve échangé aux Celtics, donc ce bonus qui avait été négocié avec les Knicks, les Celtics le récupèrent. Et que font les Celtics? Eh bien, ils décident de ne pas faire jouer Nate Robinson dans 2 des 3 derniers matchs de la saison. Et résultat, Nate Robinson, eh bien, il se retrouve à jouer 56 matchs au lieu des 58. Les Celtics l'ont fait exprès de ne pas le faire jouer volontairement. Il n'y avait aucune raison pour les did not play sur les 2 matchs face à Cleveland et face à Toronto. La seule raison, c'était
Bah non mon gars, on veut pas te verser les 1 million de dollars parce qu'en plus les Celtics payaient la taxe de luxe, donc les 1 million en fait pesaient 2 millions. Et pour économiser 2 millions de dollars, les Celtics, ils ont volontairement pas fait jouer Nate Robinson pour pas lui déclencher son bonus, pour pas lui déclencher son variable. Ouais, c'est un peu salaud. À la guerre comme à la guerre, bienvenue dans le NBA business. On n'est pas là pour se faire des copains. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Et puis, il y avait eu un autre effet pervers des bonus, cette fois-ci à l'initiative d'un joueur. Eh bien, c'était Mo Harkless, qui avait un bonus dans son contrat. Il fallait qu'il soit au moins 35% de réussite à 3 points. Eh bien, sur la fin de saison, il se trouve que ce bon vieux Mo Harkless, il est à 35,1% de réussite à 3 points. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait sur les derniers matchs de la saison? Eh bien, il tire plus à 3 points. Même s'il est tout seul. Vous voyez que, alors il n'en tentait jamais énormément, mais vous voyez qu'il en tentait toujours 1 ou 2 par match. Et vous voyez que dans l'avant-dernier match de la saison, il fait un 0 sur 1. Là, il tombe à 35,1%. Son agent lui passe tout de suite un coup de fil. Fais pas le con. Si t'envoies une brique en plus, tu perds 500 000 dollars. C'est la brique la plus chère de l'histoire. Et bien, qu'est-ce qu'il a fait dans les 3 derniers matchs de la saison? Alors qu'il a joué, 28, 36, 22 minutes. Il n'en a pas tenté un seul. Voilà. Histoire de se mettre les 500 000 dollars dans les poches. On peut pas lui en vouloir. C'est l'effet pervers des bonus. C'est que il avait joué le bon nombre de matchs. Il avait déclenché le critère. À la guerre comme à la guerre, on n'est pas là pour se faire des amis. On est là pour chacun pour soi. Mon intérêt, c'était de déclencher ces 500 000 dollars et donc d'arrêter de tirer. J'ai arrêté de tirer. Et voilà, ça c'est l'effet pervers. C'est le deuxième effet qui se coule. Bref, vous l'aurez compris, plus que jamais, les bonus dans les contrats joueurs, c'est une affaire de gros sous. L'idéal, c'est que ça soit un gagnant-gagnant, que les équipes soient contents de verser les bonus parce qu'il y a une performance de joueur à la clé, et que de l'autre côté, les joueurs soient contents de recevoir ces bonus parce qu'ils ont répondu aux attentes de leurs équipes. Donc évidemment que quand c'est gagnant-gagnant, c'est un mécanisme qui est profitable et qui existe depuis très 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 longtemps en NBA. Encore faut-il qu'il ne soit pas détourné, mais les quelques exemples qu'on vous a donnés restent quand même des exemples à la marge, et que dans la majorité des cas, ces variables et ces bonus fonctionnent correctement. À très vite pour de nouvelles vidéos, bon match à tous.